Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler de santé des femmes au travail. C'est un travail qui m'a été demandé par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Corse suite à la 6e édition de l'Université de l'égalité et de la mixité professionnelle de novembre 2023. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour parler de ce sujet, je suis accompagnée de Vanina Sagé, la déléguée régionale de Corse du Sud des droits des femmes et de l'égalité, le docteur Els Dressens, médecin à la médecine du travail de Corse du Sud, Laetitia Franceschi de l'ANACT de Corse, Estelle Casta-Cervetti de l'ORS de Corse, Vanessa Santoni, coach professionnel qui nous parlera de son programme d'accompagnement des femmes et de la ménopause, Laure Dorsemen, responsable des ressources humaines à l'ADMR2B. Pour cet épisode, nous vous avions demandé sur les réseaux sociaux si vous souhaitiez témoigner sur votre santé mentale, physique et reproductive dans votre vie professionnelle, que vous soyez indépendante, salariée ou au chômage, et vous avez été nombreuses à venir témoigner. Merci infiniment. Pour commencer, nous allons définir la santé des femmes au travail et des enjeux. Pourquoi est-ce que nous nous y intéressons et en quoi travailler sur la santé reproductive améliorera les conditions de travail des femmes? C'est parti pour ce nouvel épisode et dernier de la saison 4 de Podcast Sexiste. Débutons avec la présentation de nos intervenantes. Nous allons commencer avec vous, Dr Dressens. Est-ce que vous pouvez vous présenter et définir la santé au travail, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Dr Dressens, Els mon prénom. Je suis médecin du travail au sein du service de prévention et de santé au travail d'Ajaccio, donc pour la Corse du Sud. Mon travail, c'est dans ce service avec une équipe pluridisciplinaire, donc on est médecin, infirmier, ergonome, psychologue, intervenant en risque professionnel, et on a tous comme mission de prévenir l'altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail. Définir la santé au travail, c'est être en bonne santé et pouvoir exercer son travail, quel que soit le travail. Éviter l'altération, en fait, on a plusieurs moyens de le faire. On a les visites médicales qui permettent de faire un suivi individuel de l'état de santé des salariés, d'adapter les postes si nécessaire. C'est l'occasion de donner des conseils personnalisés par rapport à un état de santé individuel, que ce soit du fait du travail ou que ce soit du fait d'autres problématiques de santé qui surviennent. On a aussi des actions collectives dans les entreprises, des sensibilisations collectives. Là, par exemple, le 30 mai, il y aura une sensibilisation sur la sécurité routière, tout ce qu'il faut faire attention quand on prend la route, que ce soit en poids lourd ou en voiture. Il y a des sensibilisations sur les troubles musculo-squelettiques, et en général, c'est des actions collectives, soit dans une entreprise pour tous les salariés, soit plusieurs entreprises avec différents salariés qui sont soumis à ce risque dans leur travail. Les examens, c'est comme normalement chez n'importe quel médecin, c'est-à-dire qu'il y a un interrogatoire. On appelle ça en médecine une anamnèse, où on pose des questions sur leur état de santé, sur des symptômes, sur les traitements, sur les pathologies passées, sur les pathologies qui sont en cours. On s'interroge sur les répercussions de ces pathologies actuelles, et on contrôle l'attention, la vue, les oreilles. Et puis après, on examine les gens. On voit effectivement s'il y a des concordances, si jamais les symptômes sont modérés, sévères, il faut réorienter les personnes vers leur médecin traitant pour des bilans complémentaires, s'il faut, au regard de leur risque, prescrire des examens parfois. Voilà. Et
les consultations se terminent toujours avec des conseils, à la fois en termes de travail et des risques qui pourrait y avoir pour essayer d'éviter des pathologies, ou à la fois des conseils très personnalisés en fonction de leur état de santé. Madame Saget, vous représentez dans cet épisode, entre guillemets, les institutions publiques, du moins la vôtre, la Direction régionale aux droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous parler des enjeux de la santé, quand on parle de genre dans le monde du travail, du point de vue de la préfecture? Donc bonjour, je suis Vanina Saget, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Je déploie la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle du territoire, sous l'autorité du préfet de Corse. Les missions de la direction régionale s'appuient sur le nouveau plan interministériel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est composé de 4 axes, à savoir la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, le développement de l'autonomie économique des femmes avec un axe autour de l'entrepreneuriat au féminin et la promotion de la culture de l'égalité dès le plus jeune âge. La santé au travail, en tous les cas, si on se positionne du point de vue de la femme, qui représente, souvenons-nous quand même, de la moitié de la population insulaire, avec un taux d'activité qui est un peu moins bon que partout sur le territoire national, positionne en effet les femmes dans des emplois parfois peu qualifiés, peu rémunérés, et qui demandent en effet un point d'attention sur leur bien-être au travail, et donc qui pourraient impacter leur santé. Donc c'est comment aller voir dans leur sphère professionnelle leur état de santé, par quoi elles sont préoccupées, l'articulation aussi de leur temps de vie professionnel et privé, l'impact de leur vie privée sur leur performance au travail, le paysage relatif aux arrêts de travail, aux difficultés de santé occasionnées par leur métier. C'est tout ça que recouvre la santé au travail des femmes. Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que ça voudrait sous-entendre qu'on a fait un peu un état à l'après-vert de ce qui relève des problématiques de santé liées aux femmes et des problématiques de santé liées aux hommes. Hein. L'idée est vraiment pas de cloisonner les deux et donc de s'inquiéter des deux. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est justement cette cartographie, ce paysage à mieux connaître ensemble entre partenaires sur les problématiques de santé des femmes au travail. Et c'est en effet tout là le nœud du problème, si je peux le dire ainsi. Comment on peut partager ce diagnostic pour justement mieux accompagner les entreprises à cette prise en charge de la santé des femmes. Et particulièrement celles qui relèvent de la pénibilité au travail. On a longtemps parlé, et c'est toujours vrai, de pénibilité au travail dans des métiers fortement représentés par les hommes en termes de charges liées aux matériaux qu'ils sont susceptibles de soulever dans certains métiers. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette pénibilité est transposée aussi sur des métiers où les femmes sont fortement représentées, notamment dans les métiers de l'aide à la personne, où il s'agit là de soulever d'autres types de poids que sont les corps humains, hein, lorsqu'il s'agit de déplacer durant leur activité quotidienne des hommes et des femmes qui ont des difficultés eux-mêmes de santé et que ces femmes sont amenées à accompagner dans leur quotidien. Donc là, on parle aussi de pénibilité au travail, de poids plus lourd aussi et plus répétitif. Voilà. Docteur Dressens, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes en matière de santé au travail ?
Il y a tout ce qu'on appelle troubles musculo-squelettiques. Donc, c'est tout ce qui concerne les articulations, les muscles, les ligaments. Elles sont présentes, ces maladies-là, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, elles sont un peu différentes parce que les hommes et les femmes, en général sur ces postes-là, ne sont pas soumis au même type de risque. C'est-à-dire que chez les hommes, vous allez avoir des problématiques en lien avec le dos, avec les épaules quand ils font beaucoup de manutention. Les femmes vont aussi avoir des problématiques d'épaule, de tendinite du coude ou de dos, mais par d'autres types de mouvements qu'elles font dans leur travail. Donc ça, c'est des choses qu'on revoit dans les deux genres. Après, ce qui peut être... ce qu'on constate beaucoup plus souvent chez les femmes, c'est les maladies rhumatologiques chroniques qui ont du coup un impact direct sur leur état physique et l'état de fatigue. Ces maladies-là sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. On a aussi des problématiques autour des risques psychosociaux qui, globalement, quand on regarde les chiffres et les statistiques, sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Donc, que ce soit en termes de maladies psychiatriques, de burn-out, de syndrome anxio-dépressif réactionnel, c'est un peu plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La grande différence quand on veut parler d'égalité homme-femme, c'est que les femmes ont une charge mentale qui est plus importante. C'est penser à ce qu'il faut faire avec les enfants, les courses, le ménage, arriver à tout faire dans les délais. Au jour d'aujourd'hui, c'est encore une tâche qui incombe le plus souvent aux femmes et qui fait que en fait on a toujours quand on est au travail on a sa tête à ce qui doit être fait à la maison et donc ça le modèle de société dans lequel nous vivons est encore fortement basé là-dessus. On n'a pas encore la vraie égalité homme-femme n'existe pas à mon sens. Il y a des couples qui s'y évertuent et qui arrivent, mais ce n'est pas la majorité des personnes. Dans les familles monoparentales, c'est le plus souvent encore une femme avec des enfants. Donc la charge mentale, dans ce cas-là, elle incombe uniquement à la maman. Voilà, donc une vraie égalité. Voilà, à mon sens et dans l'expérience que je vois, c'est souvent la différence, c'est la charge mentale. Pour participer à la concrétisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, on va parler d'amélioration des conditions de travail avec vous, Laetitia Franceschi. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la structure que vous représentez ? Donc, je suis Laetitia Franceschi, je suis chargée de mission à l'ARACT Corse depuis 2022. Donc, pour présenter la structure, l'ANAC, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On est un établissement public administratif qui est basé à Lyon, qui a été créé en 1973. Depuis le 1er janvier 2023, il y a l'ANACT et les 16 ARACT, donc les agences régionales pour l'amélioration des conditions de travail, qui sont réunies dans un même établissement. Avant, les ARACT étaient des associations. Donc, ça regroupe maintenant 265 agents et on est sous la tutelle du ministère en charge du travail. Le but, c'est quand même de mener des actions qui visent à améliorer conjointement les conditions de travail et la performance des organisations et à faciliter tout ce qui est l'expression des salariés sur les conditions de réalisation de leur travail. Est-ce que vous pourriez définir les conditions de travail et du coup la notion d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail ? En fait, quand on parle de conditions de travail, nous, nos champs d'action, ça va être tout ce qui est promotion de la santé au travail et de la qualité de vie au travail. C'est en particulier tout ce qui est lors de la conception des organisations, des équipements et des installations de travail. D'ailleurs, notre acronyme, on a rajouté, vous voyez, quand on parle plus de QVT, mais de QVCT. Je vais y revenir après, plus précisément pourquoi. Plus globalement aussi, c'est tout ce qui est prévention des risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail. C'est aussi, quand on parle de conditions de travail, c'est tout ce qui est l'amélioration de l'environnement de travail par l'adaptation des postes, des lieux et des situations de travail. C'est accès et au maintien en emploi durable des travailleurs, tout ce qui est développement de leurs connaissances et de leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle, et ainsi qu'à l'égalité professionnelle.
Et souvent, nous, dans ces champs d'action-là, nos actions, elles peuvent être également conduites par l'intermédiaire de relais tels que les organisations professionnelles et consulaires, les organismes de formation, des consultants qui sont spécialisés et formés à nos méthodes. Donc, il y a l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 sur la qualité de vie au travail qui donne des repères. C'est tout ce qui est fondateur de la QVT, donc qualité de vie au travail. Je vais citer, en fait, il y a des définitions. C'est la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elle ouvre ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son organisation. La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises, d'autant plus quand leur organisation se transforme. Donc, souvent, on vient en appui tout ce qui est en transformation, les fusions. Et ce qui s'est passé, c'est que le problème de la QVT, c'est qu'il y avait des limites et des apports. En fait, souvent, il y avait une difficile compréhension, si je puis dire, de l'acronyme. Il y avait beaucoup d'accords qui ont été faits sur la QVT, mais qui délaissaient véritablement ce que voulait mettre en avant l'ANI. C'était beaucoup plus perçu, je trouve, comme des actions de marketing. Et c'était mis en opposition aux démarches de prévention, en particulier RPS, parce qu'il y a de la confusion. Après, les apports de la QVT, c'est quand même la prise en compte des enjeux spécifiques de l'entreprise et de ses besoins, de ses projets. C'est quand même une manière d'accompagner autrement les transformations. Et en fait, en 2020, il y a l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 qui, pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé et des conditions de travail, a voulu introduire le terme de le C, c'est-à-dire on est passé de QVT à QVCT pour introduire la qualité de vie et des conditions de travail. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait de conditions de travail, c'est ne plus le faire que la démarche QVT ne soit pas qu'une démarche marketing et que ça ne soit pas des fausses promesses. Par exemple, lorsque on nous dit, bon, bah voilà, j'ai mis telle méthode en place, par exemple, des massages. C'est pas qu'on est contre les massages, c'est que notre but, c'est d'interroger pourquoi votre organisation elle a besoin de massage. Est-ce que c'est parce qu'il y a des ports de charge plus lourds? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de, il y a une surcharge de travail? Et c'est là, quand on parle d'entrée organisationnelle, nous, on a cette entrée-là. Voilà. Alors, l'amélioration des conditions de travail, c'est le fait de vouloir mettre en place un levier pour la performance et la compétitivité des entreprises. En quoi l'égalité professionnelle rentre dans l'amélioration de ces QVCT? Alors déjà, l'égalité professionnelle, alors l'égalité homme-femme, nous, c'est une thématique, quand je dis nous, c'est l'ANACT, c'est une thématique qu'on essaye d'aborder de façon transversale, c'est-à-dire que l'égalité professionnelle est une thématique, mais l'égalité homme-femme, on essaye de le mettre dans toutes nos thématiques. C'est de l'interroger, de l'incorporer dans toutes nos thématiques, si je puis dire. C'est pour ça que c'est une approche transversale. Après, un point important, c'est que souvent, dans les collectifs, ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'on améliore les conditions de travail pour les femmes, on les améliore totalement aussi pour les hommes. C'est vraiment... Donc ça, c'est important. Il est temps pour moi de vous parler de la brochure « Regard sur la santé des femmes au travail en Corse ». Il s'agit du premier état des lieux de ce type pour recueillir des données sur cette thématique encore jamais abordée par les institutions. Les acteurs qui ont travaillé sur ce sujet sont la DRETS, les services de prévention et de santé au travail interentreprises de Corse du Sud et de Haute-Corse, l'ORS de Corse, l'ANACT Corse, la CARSAT Sud-Est et l'ANLCI, qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Dans cette brochure, on nous rappelle la loi. La loi garantit à une femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Préambule de la Constitution de 1946.
Dans cette brochure, Madame Isabelle de Moura, directrice régionale de la DRET de Corse, nous rappelle les enjeux de la santé au travail pour atteindre une meilleure égalité. L'éventail des métiers exercés par les femmes est nettement plus réduit que celui des hommes. Leurs conditions d'emploi sont plus souvent précaires, elles occupent davantage des postes dont le niveau de qualification est inférieur à leur niveau de formation et exercent plus souvent à temps partiel. Moins touchées par les accidents du travail, elles sont plus sujettes à un phénomène d'usure professionnelle et différemment exposées aux risques professionnels. L'égalité professionnelle, c'est une de nos thématiques et l'égalité homme-femme, c'est une des thématiques qui est transversale. Au niveau de tout ce qui est enjeu, pour répondre à la question de quels sont les enjeux autour de la santé des femmes dans le monde professionnel, en fait, on va expliquer les différences femmes-hommes en matière de santé au travail à l'aide d'un modèle bâti par l'ANACT. Toutes choses inégales par ailleurs, il y a 4 axes. C'est le fait d'abord qu'au travail, les femmes le plus souvent ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité, pas dans les mêmes métiers, emplois, tâches que les hommes. Le deuxième axe, c'est le fait que les femmes et les hommes sont exposés à des contraintes de travail différentes, que ce soit les rythmes, efforts. Et dans un même métier, le travail peut ne pas avoir les mêmes effets sur la santé à cause des différentes biologiques. Le troisième axe, c'est les parcours professionnels. Les femmes sont plus concentrées par des parcours descendants, morcelés et précaires. Et le quatrième, c'est le fait que les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes conditions d'articulation des temps avec la charge domestique et familiale. Lorsque vous regardez au niveau des différences, donc je sors des 4 axes, ce qui est souvent mis en avant, c'est que la grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est pas forcément la pénibilité, parce que parfois les hommes vont être plus représentés dans des métiers pénibles. L'usure professionnelle également, ça peut être aussi bien les hommes et les femmes qui sont touchés. Peut-être que la grosse différence, c'est au niveau de la charge mentale. Donc, c'est ce qui a été spécifié dans un des axes. Après, au niveau des enjeux, dans le monde professionnel, les enjeux sont aussi bien du côté de l'entreprise. C'est le fait que si les entreprises, elles vont agir en amont sur les 4 leviers, ça va développer la mixité des métiers, notamment au niveau des recrutements, avec des meilleures conditions d'emploi des hommes dans des métiers de femmes, par exemple. Parce que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, lorsqu'on améliore les conditions de travail des femmes, ça vient à améliorer également celles des hommes. Vous avez des exemples, il y a des métiers qui parfois aussi ne sont pas adaptés pour les femmes en termes de conditions. Le meilleur exemple qu'on avait étudié, c'est celui de facteurs et factrices. Rien que sur le fait, c'était une étude qui avait été menée, sur les tournées, sur le fait que au niveau pour aller aux toilettes, c'est peut-être un peu plus, non pas que ça soit d'ailleurs très agréable pour un homme de faire pipi dans la rue, mais en revanche, c'est beaucoup plus facile que pour une femme. Donc ça, ce sont des exemples auxquels on ne pense pas forcément, mais qui viennent aussi en termes d'organisation. Il y a d'autres exemples aussi, c'est sur le fait, parfois dans des métiers où il y a des hommes qui sont plus représentés au niveau comment dire, des habits, ça va être plus des habits de grande taille ou avec des tailles qui n'existent pas pour les femmes. Ça va être ce type en fait aussi de différence, où résident les différences, parce qu'aussi pendant longtemps, des métiers vont être surreprésentés par des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des métiers féminins et des métiers masculins, bien évidemment. Oui, c'est un peu l'amalgame qu'on fait, quoi. Métier d'homme, métier de femme, mais c'est juste la représentation, en fait, dans ces types de métiers qui, qui est flagrante et non pas l'impossibilité pour l'un des deux genres d'exercer ce métier-là, quoi. Non, et en plus, il y a plein de métiers qui après finalement évoluent. Et lorsqu'on fait évoluer les conditions de travail, par exemple sur des métiers où il y a beaucoup plus de manutention et donc on va se dire qu'il y aura plus d'hommes, le fait aussi de mieux équilibrer les charges, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'exemple des massages, si vous faites aussi attention que ça soit pour les hommes et pour les femmes, il y a moins d'usure pour les deux. C'est aussi ça, l'organisation et les conditions de travail. Après, pour tout ce qui est monde professionnel, donc il y a donc l'amélioration, ce que je disais, les conditions de travail des postes, que ce soit des femmes et des hommes.
peut-être développer les parcours pour limiter les phénomènes d'usure professionnelle. Ce qui est constaté, c'est que les femmes, elles rentrent dans des postes de premier niveau en entreprise et qu'elles n'ont pas forcément de perspective d'évolution. Il y a l'autre point, c'est développer des organisations de temps de travail plus inclusives qui permettent aux parents, donc je précise bien aux parents, de mieux cumuler vie professionnelle, personnelle et familiale. Ce qu'on voit aussi à l'inverse, c'est que souvent on a dans l'esprit que c'est la femme, donc le classique, je dirais, l'idée qui sort, c'est que c'est la femme qui s'occupe des enfants, par exemple. Et à l'inverse aussi, des fois, on va forcément mettre des réunions, si ça a été dit en fait, c'est pour ça que pour les deux côtés, à des hommes un peu plus tard. Donc, si eux voulaient aussi avoir une vie personnelle, même eux, en fait, sont impactés par l'organisation. C'est pour ça qu'on parle, nous, de permettre aux parents de mieux cumuler tout ce qui est vie professionnelle, personnelle et familiale. L'ANACT Corse a été l'un des, voire le premier acteur à sensibiliser sur les différences en matière de santé. Comme je vous le disais, ils ont contribué largement à la réalisation de la brochure sur la santé des femmes au travail en Corse. Un des autres acteurs à avoir participé à la réalisation de cette brochure est l'ORS. On écoute la présentation de cet organisme par Estelle Kastacervic. Estelle Kastacervic. Je suis la nouvelle directrice de l'ORS de Corse, c'est-à-dire l'Observatoire régional de la santé. C'est assez récent puisque ça date de décembre 2023, sachant que je travaille à l'ORS depuis 2008. Je ne dirais pas que c'est une vocation, mais je dirais que c'était ma volonté et donc mon orientation de mon propre chef que de vouloir travailler dans un observatoire régional de la santé dès la sortie de mes études, car ce que j'appréciais, c'était le traitement de problématiques diverses et variées et l'approche pluridisciplinaire qui pouvait en être retenue. Alors, l'ORS, Observatoire régional de la santé de Corse, est une association loi 1901 non lucratif créée en 1986. Donc, cela fera bientôt 40 ans d'existence, qui a été créée sous l'impulsion de l'Assemblée de Corse, mais également de l'État. L'ORS travaille depuis près de 40 ans au service des politiques publiques, dans la mesure où son rôle et par conséquent ses missions est de mobiliser, c'est-à-dire dans un premier temps produire de la donnée, qu'elle soit quantitative, en l'occurrence chiffrée et statistique, ou qualitative, en l'occurrence à partir du recueil de discours, vécus, paroles des acteurs, pour fournir, déjà exercer un véritable rôle d'observatoire auprès des politiques publiques en tâchant de les aider à travers la mobilisation de ces connaissances. L'Observatoire régional de la santé de Corse a une spécificité puisqu'il existe pratiquement un ORS dans chaque région de France, y compris les Drômes. Mais la spécificité de l'ORS de Corse est d'avoir le registre général des cancers de Corse, qui est un véritable outil de surveillance épidémiologique. Il faut savoir que les travaux de l'ORS constituent certes un véritable travail d'observation, mais je dirais pas uniquement, puisque le but étant aussi de proposer, de soumettre aux politiques publiques, mais pas uniquement, puisque nous pouvons travailler finalement pour n'importe qui souhaiterait avoir une connaissance sur la population corse. Donc nous travaillons aussi bien dans le domaine social, médico-social que sanitaire. Est-ce que vous recueillez des données sur la santé au travail ? Alors, on le fait en routine, je dirais, au même titre que n'importe quelle autre problématique ou thématique de santé, puisque là, on est véritablement dans le champ de la santé. Mais néanmoins, il faut savoir que comme nous sommes une association
nous travaillons dans la mesure où nous sommes aussi sollicités, puisqu'il nous faut des financements. Et je dirais que c'est un champ qui souffre de données en la matière. Voilà. On parle beaucoup de santé en général, mais néanmoins, le champ de la santé au travail est un petit peu déserté. Il est difficile de recueillir de la donnée. La donnée, elle existe, mais elle est disparate. Ça veut dire qu'elle peut être dispersée au sein de différents organismes qui, justement, ont ce rôle dans le champ de la santé au travail. Mais après, il est difficile de la mobiliser pour la valoriser. Voilà. Et qu'est-ce que vous recueillez comme données ? Alors, la plupart du temps, c'est des informations d'ordre classique, par rapport aux ALD, c'est-à-dire les affections de longue durée, quelles sont les plus représentatives. Après, il y a une spécificité au regard de la région Corse et donc par rapport à la demande de commandes d'études ou de travaux, c'est celle qui porte sur les déplacements Corse-continent. Voilà, puisque ça, c'est une réelle problématique insulaire. Elle nous est propre. Donc, on a beaucoup travaillé sur le sujet et c'est quelque chose par rapport auquel on peut être amené à revenir. Mais là, pareil, cet exemple-là, il illustre bien qu'on sort du champ de la santé au travail. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec la santé au travail, ce sont beaucoup de choses en routine et on essaye de dépasser ce cadre restreint parce qu'il y a des nouvelles problématiques qui se font jour. Je pense à l'impact de la chaleur. Alors ça, pour le coup, je vais être brève, mais je vais raconter une petite anecdote. Il y a un organisme qui nous a sollicité pour travailler sur le sujet parce qu'avec les épisodes de canicule, de changement climatique dont on parle de plus en plus, cet organisme s'est dit, tiens, il serait peut-être intéressant de voir si réellement la chaleur a un impact sur la santé des travailleurs, et en l'occurrence certains travailleurs, puisqu'on pense notamment aux ouvriers du BTP, toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui sont plus exposées à ce type de risque. Et pour l'occasion, j'ai sollicité les autres ORS, j'ai fait ce travail-là pour voir si effectivement ils avaient déjà travaillé sur le sujet. Et la réponse a été non. Donc il y a beaucoup de champs, de nouveaux sujets à investir. Je parle de celui-là, mais on pourrait évoquer d'autres sujets. C'est ce qui va nous amener, je pense, à parler de la santé des femmes au travail, où effectivement, peu de données et de travaux existent sur le sujet. Dans quel cadre vous avez eu à traiter de la santé des femmes et des hommes de manière différenciée ? Ah oui, alors c'est très intéressant. Il faut savoir qu'au niveau national, la santé des femmes au travail est un sujet qui est très peu traité. Néanmoins, il y a certaines régions, et là je me place toujours au regard des autres ORS, qui ont un petit peu d'avance sur le sujet. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de très abouti en matière d'analyse et de production de résultats. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, l'origine de notre intérêt, je dirais, pour ce sujet-là, il est né de la RACT. C'est-à-dire que la RACT, ça fait des années que la RACT note des différences, voire des inégalités hommes-femmes au regard du travail. Donc ça fait des années que la RACT demande aux différents organismes travaillant dans le champ de la santé de s'y intéresser. Donc la RACT a organisé, je dirais, une réunion de travail sur le sujet. Et la DRETS a pris l'initiative à l'occasion de la journée des femmes le 8 mars 2024 a souhaité produire une brochure sur la santé des femmes au travail. Donc de ce fait, l'ORS de Corse a été sollicité pour fournir la partie qualitative, c'est-à-dire interviewer un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient représentants des ressources humaines, représentants syndicaux, employeurs, voire salariés,
pour dire un petit peu quel était le vécu. Pour le coup, l'ORS de Corse avait choisi de mener ses travaux sous 3 angles, parce que le souhait par mon biais était quand même d'aller un peu plus loin que, je dirais, sous l'angle strict de la santé au travail. Donc, les 3 axes étaient le regard porté, donc certes, sur la santé des femmes au travail, en l'occurrence quelque chose d'assez classique, l'impact de leurs conditions d'employabilité, le ressenti, le vécu, la prise en charge de leur santé et plus largement de leur bien-être, avec une conciliation vie professionnelle et familiale. Mais là où j'ai souhaité aller un petit peu plus loin, parce que je voulais qu'au-delà de cette production de brochures, ça soit l'occasion pour l'ensemble des partenaires d'approfondir le sujet. Je ne voulais pas qu'en fait cette initiative s'arrête à une simple production de brochures sur le sujet. Donc j'ai souhaité aller plus loin en posant pour moi 2 questions, ou tout au moins en amenant la réflexion sur l'identification des véritables enjeux pour le salarié, la femme, c'est-à-dire l'individu en tant que tel, mais aussi et surtout la personne, l'employeur et finalement celle de la société, qui soulève peut-être l'existence ou non de logiques opposables. Et le 3e point portait sur le prisme, parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement on le traite peu, le prisme de la conciliation vie professionnelle et personnelle avec les logiques sociales induites, car derrière les problématiques de santé rencontrées au travail va se poser celle de la conciliation avec les conditions et temps de vie, puisqu'il y a certes la salariée, mais également la femme, l'épouse et la mère. Après, au jour d'aujourd'hui, donc cet événement-là a eu lieu. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus sollicités pour travailler sur le sujet. Donc c'est un sujet, je le dis clairement, que l'on va mettre en stand-by quelque temps. Pourquoi ? Puisque pour pouvoir fonctionner, l'ORS de Corse a besoin d'être financé. Donc nous allons devoir mettre en stand-by cette thématique de façon à se consacrer à d'autres thématiques vis-à-vis desquelles le commanditaire public, que ce soit l'ARS, la CDC, mais également le commanditaire privé, pourrait avoir davantage d'intérêt. Voilà. Quels sont les sujets qui intéressent le plus les privés et les publics ? Alors, au niveau public, c'est plutôt des approches globales. Ça veut dire des exercices assez classiques comme un portrait de territoire, c'est-à-dire une connaissance globale de la population. C'est pas un champ particulier. Celui de la santé des femmes, c'est vraiment un champ particulier vis-à-vis duquel le public, c'est-à-dire le commanditaire qui élabore des politiques publiques, pourrait certes avoir un intérêt, mais disons que cet intérêt-là viendrait plutôt d'organismes tels que la RACT, la DRETS, les services de santé au travail, qui, eux, œuvrent véritablement dans le champ de la santé au travail. Voilà. Après, le côté dommageable peut-être pour l'ORS et ce type de sujet, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vulgarisation, voire de valorisation auprès de la population générale. Pour moi, il s'agit d'un biais. C'est-à-dire que de par nos conditions de financement, on en est quelque part restreint à évoquer certains sujets, mais cela se fait au détriment d'autres sujets qui pourtant concernent tout autant, si ce n'est plus, la population corse et qui mériteraient d'être exposés, je dirais, sur l'espace public pour faire évoluer les choses. Parce qu'on parle beaucoup de sujets tels que le congé de maternité, le congé de paternité, on parle de l'endométriose, on parle de la fibromyalgie, on parle aussi de la PMA, on parle aussi du fameux congé menstruel. Mais finalement, en Corse, qu'en est-il ? Oui, déjà, si vous voulez, au niveau
au niveau national, les bases de données, elles ne sont pas consolidées parce qu'il n'y a pas eu d'orientation définie en la matière. Donc forcément, ça a une incidence au niveau régional parce que nous, à l'ORS, on exploite des sources de données nationales avec une possible exploitation régionale. Et pour le coup, en la matière, au regard du sexe, on n'a pas forcément la donnée disponible. Donc, dans un premier temps, on souffre d'un déficit national et après, je dirais, on souffre d'un manque d'intérêt régional. Parce qu'on pourrait très bien faire le choix au niveau régional de se saisir de cette thématique-là, de cette problématique-là, sans avoir besoin de recourir au niveau national. Car il y a certes les orientations nationales, mais après, une politique de santé, une politique en matière médico-sociale et sociale, il y a aussi la déclinaison régionale et tout dépend de ce que l'on veut en faire. Oui, on peut en parler parce que on peut l'évoquer parce qu'on en parle beaucoup. D'accord ? C'est un sujet d'actualité. La santé sexuelle et reproductive, c'est peut-être là le nouveau champ de conquête sociale pour les femmes, puisqu'on parle bien de santé. Et en l'occurrence, pourquoi parle-t-on de santé au travail ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, que ce soit les hommes comme les femmes, on y passe quand même beaucoup de temps, et ce, tout au long de sa vie. Donc forcément, on peut se poser la question de l'incidence de ce type de problématique sur, je dirais, son quotidien, sur son organisation et sur ses conditions de travail. Alors, on en parle peu, mais est-ce que véritablement on a avancé sur ce type de sujet ? Alors, il faut savoir qu'au niveau national, 2 organismes, l'un étant la délégation aux droits des femmes et à l'égalité, et l'autre étant l'ANACT, œuvrent, je dirais, dans ce champ-là. Alors, le premier, la délégation aux droits des femmes, a réalisé, je dirais, une étude sur le sujet, des travaux en privilégiant une approche sous l'angle des risques professionnels. Donc il n'y a pas uniquement cet aspect-là. Il y a aussi tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, cancer professionnel, charge mentale, violence sexiste. Son approche a été au regard de différents secteurs, aussi bien un secteur employant autant d'hommes que de femmes, un secteur employant majoritairement des femmes, comme des secteurs employant majoritairement des hommes. Il y a eu la présentation à l'issue de ces travaux, il y a eu la rédaction d'un rapport qui a été adopté au Sénat le mardi 27 juin 2023, et intitulé « Santé des femmes au travail, des mots invisibles », car c'est bien de cela dont il s'agit. Donc si l'on regarde ne serait-ce que la date, on se rend compte que c'est assez récent. Les rapporteurs ont formulé 23 recommandations s'articulant autour de 3 axes. Chausser systématiquement la lutte du genre, développer et adapter la prévention à destination des femmes, mieux prendre en compte la santé sexuelle et reproductive au travail, en particulier les pathologies menstruelles incapacitantes et les symptômes ménopausiques. Oui, car si l'on devait s'intéresser précisément à la santé sexuelle et reproductive, déjà, de quoi s'agit-il ? Déjà, il s'agit de l'endométriose, des pathologies menstruelles qui peuvent être incapacitantes au travail. Il ne faut pas perdre de vue non plus la grossesse, parce qu'on a tendance à perdre de vue la grossesse, mais il faut savoir qu'un certain nombre de femmes ne sont pas bien informées sur leurs droits dès lors qu'elles sont enceintes. Après, il y a le parcours toujours semé d'embûches de l'assistance médicale à la procréation, AMP, mais aussi... On nomme aussi PMA, et enfin la ménopause. Donc à l'issue de la présentation de ce rapport qui a été adopté, un certain nombre de recommandations ont été faites pour une meilleure prise en compte. Alors pour moi, il y en a deux qui se dégagent. L'endométriose, c'est-à-dire ajouter l'endométriose à la liste des affections de longue durée, permettant de supprimer le délai de carence et donc les pertes financières en cas d'arrêt de travail répété.
La grossesse, c'est-à-dire la grossesse demeure quelque chose de stigmatisé au travail, selon l'employeur à qui l'on a affaire, je dirais. Donc la recommandation tiendrait au fait d'assurer une meilleure communication des employeurs auprès des femmes enceintes sur l'ensemble de leurs droits pendant la grossesse. Après, pour aller un peu plus loin, au niveau de la PMA, mais là pour le coup, ça concernerait aussi bien les hommes que les femmes. Parmi les recommandations, il y en a une qui, selon moi, fait sens aussi. C'est celle d'adapter le régime des absences au travail, notamment pour les conjoints. Donc, pour le coup, l'homme est aussi considéré au regard du projet dans la sphère travail, dans la sphère emploi. Et inciter les professionnels de l'AMP à s'adapter à la vie professionnelle des femmes, puisque il ne faut pas oublier que la santé, c'est un état de bien-être complet, bien entendu. Mais il ne faut pas aussi oublier que les conditions d'employabilité et le parcours professionnel comptent. Donc la question est comment pouvoir faire coïncider, surtout lorsqu'on est dans le cadre d'une AMP, faire coïncider à la fois le parcours professionnel et le parcours personnel. Donc ça, c'est une idée intéressante. Après, la ménopause, certes, la ménopause, réfléchir à une adaptation des conditions de travail à la symptomatologie de la ménopause, actualiser les recommandations de la Haute Autorité de Santé relatives aux traitements hormonaux de la ménopause et mieux informer les employeurs, employés et professionnels de santé sur les symptômes de la ménopause. Voilà. Après, l'ANACT, à travers une étude, a aussi mis en lumière des impacts différenciés du travail sur la santé des femmes et sur celle des hommes. Alors là, on n'est pas dans le champ strict de la santé sexuelle et reproductive, mais il s'agirait de tendre vers des améliorations qui sont nécessaires en termes d'organisation du travail et de prévention pour répondre davantage aux besoins différenciés et aux postes des femmes et des hommes. Après, alors, je tiens quand même à dire que par rapport au fameux congé menstruel, on en parle beaucoup. C'est un sujet d'actualité. Je veux dire, au regard de la santé sexuelle et reproductive, c'est peut-être celui à l'heure actuelle dont on parle le plus. On en parle beaucoup, mais finalement, que se passe-t-il ? Que faisons-nous ? Parce qu'on a bien vu qu'au niveau national, le projet d'un congé, contrairement à d'autres pays, a été rejeté. Mais néanmoins, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, il y a des entreprises, des initiatives locales et isolées qui ont décidé de s'emparer du sujet. Et il y a des entreprises qui ont décidé d'accorder ce fameux congé, puisqu'il s'agit de règles douloureuses incapacitantes. Il ne s'agit pas de règles parce qu'une femme a raison d'une fois par mois, je dirais, à ces règles de la mettre en congé. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il y a des entreprises qui le proposent à l'heure actuelle à leurs employés. Vanina, en tant qu'institution, vous y êtes intéressée. Pour vous, est-ce que la santé reproductive des femmes est prise en compte dans les entreprises insulaires ? D'après moi, elles ne le sont pas de manière homogène, en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des profils d'entreprises en fonction de leur RSE qui vont ou pas problématiser ces questions de santé liées au genre, et d'autres ne vont pas le faire parce que elles n'en ont peut-être pas les moyens, tout simplement. Donc c'est ça l'enjeu qu'il nous faut mesurer et auquel il faut répondre, c'est quels sont finalement les accompagnements que nous pouvons, nous, apporter aux entreprises pour qu'elles se saisissent de ces difficultés liées aux problématiques de santé qui auront une incidence sur la performance, sur la présence de leurs salariés. On peut très bien comprendre qu'une entreprise a tout intérêt à trouver des solutions pour que leurs salariés femmes puissent s'absenter le moins souvent possible, plutôt que justement d'accumuler des arrêts de travail liés à des problématiques de santé propres aux femmes, comme vous l'avez dit, les problématiques de règles douloureuses et du coup aussi
ça sous-entend des problématiques peut-être d'endométriose qui seront bien plus graves par la suite. En tous les cas, c'est certain que je souhaiterais renforcer mes actions aux côtés des acteurs qui y travaillent aussi pour peut-être mettre un peu plus en lumière un certain nombre de messages de prévention et d'accompagnement. Donc, ça peut être vraiment, notamment auprès des collégiennes, puisque les règles arrivent quand même au moment justement de l'entrée au collège, avec en effet plus tard, plus loin, des premiers diagnostics d'endométriose. Donc c'est peut-être venir faire un peu de prévention auprès des établissements scolaires en lien avec l'Académie de Corse et puis les acteurs qui ont la compétence, hein, bien sûr, et une bonne connaissance de cette problématique. Et puis aussi, c'est peut-être venir voir dans quelle mesure nous sommes, grâce à une concertation partagée de diagnostic, dans une région où il y a une bonne détection en termes de prévention des cancers de l'utérus et du sein, par exemple. Donc, ça peut être vraiment un travail à mener parallèlement auprès des plus jeunes et puis auprès des professionnels de santé pour améliorer les campagnes de communication qui sont déjà présentes, mais peut-être qu'on peut renforcer la dynamique. Prenons la vie à présent d'une entrepreneuse. Vanessa Santogne, peux-tu te présenter et dire ce que tu penses de ce sujet ? Bonjour, Vanessa Santogne, donc j'ai 54 ans et je suis actuellement en reconversion pour devenir coach professionnel, c'est-à-dire accompagner les changements, tout changement que les personnes souhaitent entamer pour leur recherche de sens au travail, des reconversions professionnelles, des évolutions professionnelles, voilà, avec une réorientation. Voilà, toute personne qui se questionne et qui a envie d'évoluer, de changer. Le coach professionnel certifié, déjà, c'est une personne qui est certifiée, qui a été formée, qui a un titre pour des compétences qui ont été donc reconnues par un tiers. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes sur tout changement. Je parle des personnes, mais il y a aussi le coaching d'organisation, d'équipe, le coaching stratégique, voilà, où on est plus dans le monde de l'entreprise avec de la performance. Mais le coaching individuel, c'est vraiment, voilà, je suis dans une situation qui n'est pas complètement satisfaisante, voire insatisfaisante, voire très, très inconfortable. J'aimerais non pas comprendre, mais changer. On n'est pas là pour comprendre. Donc, c'est le ici, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas ? Quelle est la situation idéale vers laquelle vous voudriez aller, et nous on accompagne ce changement-là qui passe par mieux se connaître, avoir du recul sur effectivement tout peut-être les répétitions qu'on a dans sa vie, les récurrences, prendre du recul, s'observer et se dire je vais passer à l'acte pour changer. Sur la question de la santé en général, que ce soit de la santé mentale ou de tous les autres soucis de santé, je pense que ça doit devenir un sujet collectif, c'est-à-dire que chacun puisse être attentif à ce qui se passe autour de lui, voilà, et d'aller tendre la main et d'essayer de libérer la parole quand on voit des gens en souffrance. On peut pas faire comme si ça nous concernait pas. Donc, je pense que ça doit être l'affaire de tous, pas que des managers, pas que des comités de surveillance, pas que de la direction. C'est l'affaire de tous. Pour que ça devienne un sujet pour tous et toutes, il faut bien entendu en savoir plus sur ces inégalités en matière de santé au travail. Nous verrons cela dans un deuxième épisode avec des témoignages concrets. Nous allons parler d'endométriose, de grossesse, de ménopause et bien d'autres sujets relatifs à la santé des femmes au travail. Pour ne rien manquer de cet enjeu majeur, rendez-vous dans le deuxième épisode.